Costa Mesa, à 1 heure de Los Angeles. C'est ici que les ballets de Monte-Carlo concluent cette tournée aux États-Unis. Après la Nouvelle-Orléans, le Segerstrom Theater accueille pour la 6e fois la compagnie monégasque. Des répétitions à la première, du montage des décors à la préparation des costumes. Nous vous amenons dans les coulisses de cette tournée américaine. En studio, les danseurs réveillent leurs muscles. La classe est un échauffement obligatoire que chaque danseur pratique quotidiennement depuis ses premiers pas. It's something that dancers do every single day. It's like a medicine or like a meal. They need to do it before any rehearsals or performances, and it just keeps the body healthy and maintained for classical ballet. If you don't do it, I mean, if you're young, maybe you can get away with it, but you can really hurt yourself, and it's not good for longevity of a career. And then we should likely hot hooray. Yeah, and I think that would be nice. Là, c'est bon. Là. Sur scène, le décor est arrivé. Les techniciens ont 2 jours pour tout installer. Ok, c'est bon. La compagnie présente pour la première fois sur le sol américain son ballet Coppelia. Et pour l'occasion, Jean-Christophe Maillot a choisi de faire venir la version grand format de son décor, qui ne sort que très rarement de Monaco. C'est vrai que c'est assez agréable de retrouver un lieu régulièrement comme ça, où on a le sentiment que le public peut avoir la chance de suivre en fait le travail comme le public le fait à Monaco. Pour les danseurs, c'est vraiment un repère assez sympathique. Et puis ça reste quand même Costa Mesa, très près de Los Angeles, donc il y a un public connaisseur qui vient nous découvrir. Puis je me dis toujours que si les gens nous rappellent 5 ou 6 fois de suite, c'est qu'il doit y avoir quelque chose qui les satisfait. Donc c'est un vrai plaisir d'être là dans ce théâtre qui est assez particulier. La scène est magnifique. Ça me rappelle un peu le Grimaldi Forum, moi, au niveau de l'espace scénique, et c'est quelque chose qu'on a rarement parce que le Grimaldi Forum est un lieu quand même assez exceptionnel au niveau de sa surface et de ses capacités techniques. Ouais. Non, ça c'est pas mis encore. Là on est en plein montage depuis hier matin. Ça voit un gros kit de Coppelia, la grosse version. Ici aux États-Unis, donc voilà, un travail technique, montage des décors, de la lumière, de la vidéo, le son, voilà, on prépare tout pour accueillir les danseurs dès demain sur le plateau. Une quinzaine de techniciens a fait le déplacement depuis Monaco, rejoint sur place par une importante équipe américaine. Une partie du matériel est louée aussi directement sur place. Quand on ne connaît pas, c'est un gros défi, c'est souvent la surprise. Ici on connaît, mais c'est la première fois qu'on sort le gros décor de Coppelia à l'extérieur. Et là c'est aussi un défi parce que c'est vraiment un beau bébé on va dire. Techniquement oui, il y a des études qui sont faites avant, on reçoit les plans, on prépare et il y a des endroits où on dit ça c'est impossible. Il n'y a pas l'ouverture, il n'y a pas la profondeur, il n'y a pas l'accroche pour accrocher le décor. Oui ça arrive, il y a des moments où on est obligé de refuser de jouer telle pièce dans telle salle. Et, après on a toujours des pièces qui passent, quoi. On arrive toujours à trouver quelque chose. Proposer un spectacle en tournée demande une importante logistique, gérée de nombreux mois, voire des années en amont. On part à la recherche de contrats et puis on a des villes qui émettent le souhait de recevoir la compagnie. Donc elle nous donne un cachet qui permet de venir, de présenter le spectacle. Il faut savoir quand même qu'il y a une infrastructure qui est assez complexe parce qu'on a au minimum 2 à 3 conteneurs qui partent en général 3-4 mois avant par la mer avec les décors, les costumes, de manière à ce que quand on arrive, tout soit sur place. Il y a évidemment l'organisation très complexe de la demande de visa pour ces 22 nationalités différentes, donc on est en général tenu de se déplacer, en l'occurrence pour les États-Unis, à l'ambassade à Paris, tous ensemble pour faire les interviews, avoir le droit de venir, les techniciens compris.
Et puis, une fois qu'on arrive ici, bien sûr, nous, on est aidés, comme la plupart des compagnies, dans leurs pays respectifs, par le gouvernement monégasque qui nous aide pour ce qui est des voyages, parce que ça, c'est en général quelque chose que les lieux ont de plus en plus de mal à prendre en charge. C'est finalement une grosse infrastructure qui est défendue essentiellement par Didier Lamblay et Muriel Loncle, qui préparent tout ça en amont. Souvent, on a un relais avec un agent qui, sur certains pays, comme c'est l'Amérique du Sud, il y a des choses qui sont plus complexes que d'autres. Il y a des règles à mettre en place qui sont souvent un peu difficiles. Mais sinon, en général, je dirais qu'il y a une forme de routine qui s'est mise en place. On a l'habitude. Sous la scène, c'est une autre organisation qui est en train de se mettre en place. Dans les loges, la répartition des différents costumes. Ils sont créés sur mesure pour les rôles principaux. Quant à ceux des corps de ballet, ils doivent être interchangeables en fonction des représentations. Les matières ont bien évolué. Elles permettent aujourd'hui d'offrir toute la fluidité nécessaire au mouvement des danseurs, tout en étant très résistantes. Lorsqu'un costume est confectionné, il a une espérance de vie d'au moins 50 représentations. Dans 8 minutes, 8 minutes. Your attention please, the rehearsal will carry on in 8 minutes from now, 8 minutes. Thank you. Oui. One. Voilà. Voilà, allez. Tu sens que c'est vraiment... Coppelia est un ballet du répertoire classique, revisité en 2019 par Jean-Christophe Maillot. La célèbre poupée automate aux yeux d'émail devient ici une machine dotée d'une intelligence artificielle, un conte d'actualité. Moi, ce qui m'intéresse en général, quand je reviens comme ça sur ce qu'on appelle les grands classiques, c'est-à-dire des ballets qui sont emblématiques du répertoire de la danse dite académique, d'abord parce que je sais que ça va être une rencontre avec le public, parce que c'est quelque chose qu'il connaît. Tout le monde a entendu un jour Casse-Noisette, on ne sait pas forcément ce que c'est, mais c'est quelque chose qui met en confiance. Donc ça génère un intérêt d'entrée pour un public. Et après, ce qui est intéressant, c'est de voir comment on peut, en fonction de l'outil qu'on a, et moi la compagnie que j'ai, adapter ça et en créer un qui soit original, qui ne ressemble à aucun autre, qui nous appartienne, qui nous donne notre identité et dont les danseurs peuvent retrouver une fierté parce qu'ils ont été les moteurs, les créateurs de cet outil-là. Et donc, le plus important, je trouve, pour une compagnie de danse, c'est aujourd'hui, même si on a un répertoire, c'est de pouvoir être identifié à quelque chose que personne d'autre n'a. Et finalement, c'est ça, l'art. L'art, c'est avant tout créer quelque chose que si on ne le crée pas nous-mêmes, personne d'autre ne pourrait le faire. Elle est la première à avoir interprété cette Coppelia moderne. Lou a participé à l'élaboration de ce personnage complexe. Il nous a laissé pas mal de liberté. On avait le droit de proposer des trucs, c'était très naturel. Et donc, parfois c'était pas la bonne direction, donc il nous disait non, ça va pas. Mais ça, c'est chouette, j'aime bien, ok. Donc après, j'ai essayé de comprendre un petit peu ce qui lui plaisait, dans quelle direction on voulait aller, et voilà, essayer de proposer des choses un petit peu. Et en général, ça fonctionnait, c'était chouette. Chaque rôle a un peu sa spécificité. Donc la semaine dernière, on a fait le lac, par exemple. Et donc là, pour moi, ça va être un rôle super physique où il faut vraiment tout faire à fond, le plus bas possible, le plus grand possible. Sinon, c'est pas intéressant. Et émotionnellement, c'est plein d'émotions, on traverse toutes les émotions possibles. La joie, le drame, tout. Et jusqu'à la mort. Et dans celui-là, ça va peut-être être moins physique dans le sens où, par exemple, au niveau de l'endurance, ça sera moins, mais c'est difficile parce que c'est la qualité du mouvement qui est difficile. Parce que c'est tout retenu, tout en tension tout le temps. Et à la fin, il faut vraiment casser cette retenue et devenir complètement normale, complètement femme. Donc ça aussi, c'est quand même un challenge. Mais c'est vrai que chaque ballet a son côté difficile et voilà, ça dépend. Celui-là, ce sera plus la physicalité et la concentration. La concentration, c'est assez dur parce que... Mais par exemple, il ne faut pas cligner des yeux, il faut vraiment avoir l'air, surtout au tout début, totalement robotique, 100% robotique inhumaine. Voilà. Donc c'est quand même un challenge.
Elles sont 2 à se partager le rôle. Juliette l'interprète ici pour la seconde fois, après Barcelone. Cette jeune danseuse est née à Monaco. Elle a fait ses classes au sein de l'Académie Princesse Grace avant d'intégrer la compagnie des ballets de Monte-Carlo en 2020. Je me mets vraiment dans ma bulle, je me concentre. J'interprète déjà le rôle que je vais danser, donc c'est vraiment important pour moi d'être vraiment concentrée à 100%. Pour une fois arriver sur scène, me dire que voilà, j'ai pas à perdre mon temps à interpréter ce rôle vu que je suis déjà dedans, dans ma loge, dans ma petite bulle. Donc oui, pour moi c'est indispensable d'être au calme. Personnage complexe, oui, disons Coppola est un peu soumise au début du ballet et à la fin elle prend de plus en plus vie et donc à la fin c'est elle qui gagne, disons. Donc c'est un rôle vraiment très amusant où il y a une belle évolution pendant tout le ballet et je trouve que c'est ça qui rend le rôle assez sympa. Stand by pour la fin de la vague. Pour chaque ballet, 2 castes sont définis. Les rôles principaux sont interprétés par 2 groupes de danseurs différents, une formule indispensable pour préserver le corps de ces artistes. Jérôme est l'un des 2 Franz de cette tournée américaine. Le premier acte demande beaucoup d'endurance, et puis il faut toujours rester dans le caractère. Les ballets de Jean-Christophe, moi je compare toujours un peu ça à un film. On est des acteurs, mais bien sûr on bouge en même temps et la technique à gérer et rester dans le caractère quand on est fatigué, ça c'est pas facile. Ça se joue beaucoup dans les yeux, la façon dont on a de regarder nos collègues pour justement jouer avec eux, ça c'est très important. Je suis très heureux parce que c'était vraiment une production qu'on a fait juste avant la Covid, qui a été après, quand on voit des spectacles comme Roméo ou Cendrillon, on est à plus de 300 spectacles en tournée. Là, je crois que Coppelia, ça doit être le 30e ou 35e fois qu'on le donne à l'étranger. Mais c'est la première fois qu'on le sort aux États-Unis, c'est la première fois qu'on le sort dans sa grande version réelle. Et donc, c'est la première fois qu'on va le confronter à un public nouveau. Alors, je dois dire que le public américain est un public assez réjouissant pour les chorégraphes et les danseurs que nous sommes, parce que c'est un public qui réagit viscéralement aux choses de manière très honnête, très directe. Donc, quand les choses sont drôles, ils rient. Quand ils ont envie de pleurer, ils pleurent. Il n'y a pas cette espèce de retenue qu'on aurait en Europe, où il y a une forme un peu, je dirais, plus cérémonial autour du spectacle, où on n'a pas le droit de parler, on n'a pas le droit de chuchoter. Là, il y a quelque chose qui se vit en direct et qui, je dois dire, est assez jouissif et assez sympathique. Donc, je suis très curieux de voir comment le public va réagir à cette proposition. Assurer un spectacle aussi parfait que s'il était donné à Monaco, à la maison. Si les tournées font partie d'une certaine routine des danseurs, elles nécessitent tout de même certains ajustements dans leur quotidien. C'est vraiment une organisation. Quand on est en tournée, c'est vrai que quand on a des spectacles à Monaco, c'est entre guillemets plus facile parce qu'on rentre à la maison, on a ses habitudes, on sait ce qu'on doit manger, même le lit, c'est important en fait, le sommeil, etc. Voilà, on a tous nos repères. Quand on est en tournée, il faut vraiment s'organiser pour manger les choses dont on a besoin, à l'heure où on a besoin, se reposer suffisamment, les horaires, etc. Oui, c'est vraiment beaucoup d'organisation pour se sentir bien. Mais bon, c'est super chouette aussi de pouvoir faire toutes ces tournées. Ouais, c'est quand même très chouette. Après, c'est aussi très chouette de faire des spectacles à Monaco, donc on est content aussi en avril, par exemple, de faire un beau programme.
c'est chouette aussi. C'est une logistique, c'est pas toujours facile, mais mes parents habitent Lyon et descendre de Lyon, s'occuper des filles, j'ai 2 filles, quand on est parti en tournée. Là, on a pu les emmener avec nous, donc c'était pendant les vacances scolaires, donc ça tombait vraiment bien. En plus, la famille de Laura, ma femme, vient de la Nouvelle-Orléans, donc les filles ont pu être avec leurs grands-parents, ça tombait vraiment bien. On danse sur des scènes extraordinaires et puis on représente Monaco et il y a une certaine fierté qui vient avec ça. Une expérience vraiment incroyable de pouvoir voyager et faire le tour du monde chaque année, aller dans des pays différents, rencontrer de nouvelles personnes, d'autres cultures aussi, c'est très important. Et ça nous développe aussi en tant qu'artiste. Et voilà, c'est vrai qu'on est loin de la maison, mais ça fait du bien. Et on est toujours entre de bonnes mains quand on part en tournée, donc c'est très agréable d'être en groupe avec tout le monde. Donc il y a une très très belle ambiance et oui, très enrichissant, comme je disais. On est vraiment une compagnie itinérante. Dans ce sens-là, j'ai envie de dire qu'on est vraiment le fils spirituel des ballets russes, puisque les ballets russes, ce qu'on oublie trop souvent, c'est ce qui les ont vraiment identifiés comme une compagnie originale, puisque c'était la première compagnie au monde à diffuser un art chorégraphique comme ça en voyageant, à l'époque en bateau, de pays en pays pour présenter des spectacles chorégraphiques, ce qui ne se faisait pas, puisqu'avant toutes les compagnies étaient extrêmement sédentaires. Et de ce côté-là, je pense qu'on est dans la filiation de cette tradition de ce qu'étaient les ballets russes à Monte-Carlo. Et je dois dire qu'en plus, pour les danseurs, c'est formidable parce que il y a beaucoup de danseurs qui aiment venir aussi dans cette compagnie parce qu'ils savent que c'est une manière pour eux de découvrir le monde. Moi, je pense que depuis que je suis là, j'ai dû faire 6 ou 7 fois le tour du monde. Il y a une raison certaine, c'est que comme à Monaco, on a une activité qui est très ponctuelle et très ciblée entre décembre, avril et juillet, on a un axe de liberté au niveau du calendrier qui est assez rare pour d'autres compagnies de ce type qui en général ont une centaine de spectacles sur place dans leur propre maison. Et donc nous, ça nous donne un avantage sur d'autres, c'est celle de pouvoir répondre très facilement à la demande. Et puis je le prends comme une mission puisque je considère vraiment que c'est une mission d'ambassadeur culturel pour les ballets que de diffuser à l'étranger une image différente de celle que les gens connaissent et qui de temps en temps a besoin d'être vérifiée d'une manière différente. Aussitôt, le dernier rideau tombé, l'on savoure encore quelques instants les applaudissements du public, puis les esprits sont déjà ailleurs, tournés vers leur prochaine destination. Pour la saison 2023-2024, les ballets de Monte-Carlo se produiront sur 17 scènes à travers le monde, de véritables ambassadeurs de la culture monégasque à l'étranger.